Bon, Derek, tu es prêt? Carrément. C'est une grande première pour toi, mais c'est une grande première pour moi. Premier podcast. Non, tu es le Non. 32e invité, je sais plus. 33e, tu vois, ça fait un an. 33, c'est bien, Donc c'est un tu bon chiffre. occupes 37 à ton âge. Non, pas du tout. Non, Il pas y du en a un tout. qui est mort à cet âge-là, là, Jésus. Un peu connu, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, je suis ravi de te recevoir parce que là, nous, on s'était déjà rencontrés plusieurs fois dans des vies antérieures. Enfin, au sein de cette même vie-là, mais sur des projets antérieurs. Moi, je te connais comme un expert du SEO. C'est ça. Je te connais en tant que... le mot maintenant, il est plus joli, mais start-upper, on peut dire ça comme ça? Ouais, Ouais. ouais, il est pas très beau, mais c'est Non. ça. Je suis d'accord avec toi. C'était à la mode à l'époque. C'est Maintenant, ça. je sais pas, ça donne une image un peu différente. Donc j'aimerais que tu me racontes le parcours entrepreneurial qui à la fois été surmonté d'embûches avec une fin toute partie... Enfin, une fin, non. Un pivot, comme on pourrait le dire, tout Ouais. particulier. Ça, Ouais. je veux que tu nous en parles parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Tu en as un peu parlé avec les équipes là, avant qu'on se voie. Et alors moi, de mon point de vue, je me dis, mais attends, ça a l'air d'être génial. Tu fais plus avec moins, donc ça me paraît tout à fait cool. Mais peut-être que je me plante. Ah non, mais c'est ça, les startups, on dit souvent que c'est les montagnes russes, là, mais là, c'était vraiment, vraiment le cas, quoi. Et dans le creux, on y est bien allé dans le creux, quoi. Je dis, alors ça m'intéresse. Désolé, mais c'est intéressant pour les autres. Tu vois, je pense que c'est quand on raconte les difficultés où on a les meilleurs apprentissages. Ta vie de SEO, pro du SEO, ta vie maintenant de responsable marketing à temps partagé, C'est on ça. dit comme ça en Ouais, bon vieux part-time, français. ouais. 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 Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Derek, avant qu'on rentre dans tous ces sujets? Alors, bah, je m'appelle Derek, j'ai 43 ans, donc pas 33, j'aurais bien aimé. Tu les fais pas. J'ai eu un parcours assez atypique, je pense, dans le milieu du digital, parce que je ne viens pas du tout du milieu du digital. À la base, j'étais même, j'en étais très très loin, voire opposé. J'étais contre les réseaux sociaux, j'étais contre Internet. Au début, j'étais conteur, donc c'est marrant par rapport. Mais le vrai, quoi. Pas nous, pas Mais le nous. vrai, ouais, c'est ça. Mon métier, c'était de voyager dans le monde et d'aller m'intégrer dans une culture et de revenir et d'en faire des spectacles pour raconter ce qui se passe ailleurs. Et j'organisais mes propres tournées en France, chez Ah l'habitant, ouais? dans des salles de spectacle. C'est Donc, mon premier métier. donc t'étais, enfin, artiste, quoi. Oui, oui, j'étais intermittent du spectacle, ouais. Et producteur de mes propres spectacles. Génial. Voilà. Et c'était quoi, des pièces de théâtre, Non, des spectacles de contes, du coup. Je venais raconter la vie des gens dans d'autres pays. Comment ça se passe dans d'autres pays, comment ils vivent et quelle histoire ils racontent là-bas à leurs enfants, Incroyable. etc. Donc, au Groenland, en Inde, au Japon, au Québec. J'ai vécu dans 10 pays différents pendant 10 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à... C'est parce que tu vivais dans ces pays-là que cette idée de métier est venue ou parce que tu avais envie de faire ça ou Les rencontres, j'ai rencontré mon épouse, Christina, qui m'a parlé d'un concept que je trouvais génial. Le concept de la voyageuse, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et elle rêvait d'une solution pour permettre aux femmes de voyager en sécurité partout dans le monde. Et moi, quand elle m'a dit ça, je dis mais c'est génial parce que moi, en tant que voyageur, je voyage partout dans le monde. Et quand je parle de mon expérience, quand c'est des femmes à qui j'en parle, mais elle est 3 fois sur 4, elles me disent ah ouais, mais c'est facile pour toi, t'es un homme. Ouais. Pour toi, c'est trop simple. Mais pour nous, une femme, partir seule comme ça, en Inde, en Afrique, on se fait agresser, on a peur de se faire violer. C'est la charge mentale pour les femmes qui veulent voyager en toute liberté, c'est pas du tout la même que les hommes. On n'est pas du tout égaux sur ce sujet-là. C'est vrai. Et Christina est arrivée avec cette solution que je trouvais ultra pertinente. Et vous êtes rencontrés à ce moment-là? On s'est rencontrés à Marseille, ouais. Ouais, à ce moment-là, elle était voyageuse. Moi, je vivais à Marseille, j'étais éducateur spécialisé sur ce temps-là, donc une autre vie. Euh, elle cherchait des artistes en même temps, et donc elle m'a rencontré en tant qu'artiste. Et voilà, on a passé 4 heures ensemble. Elle m'a raconté son projet, et ben voilà, quelques années plus tard, on l'a monté. Et en plus, vous êtes ensemble. Et ben depuis, on s'est mariés, ouais. C'est Ouais. génial. Ouais. L'histoire est doublement belle en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques temps et je savais que c'était ta femme, mais je ne savais pas que c'était à la fois la naissance du projet, la naissance C'est ça, d'un couple, quoi. Enfin, c'est ça. Et c'est marrant de noter, ça s'appelait La Voyageuse, alors qu'elle ne parlait même pas français. Mais elle avait déjà envie de l'appeler La Voyageuse. Elle est taïwanaise, donc elle parlait chinois et anglais, mais elle connaissait pas un mot français. et ça s'appelle déjà de la voyageuse. Et quand elle me l'a présenté, elle me l'a dit, je veux que ça s'appelle, I want to call it La Voyageuse.
Mais parce que pour elle, la voyageuse, c'est la femme française qui voyage. Mmh. Et la française, c'est la femme libre. Ah, c'est intéressant, tu vois, Et cette le perception. mot bon voyage, c'est un mot qui est utilisé en anglais. Donc pour elle, la voyageuse, c'était le mot international pour représenter les femmes qui veulent voyager librement. Incroyable. Ça a changé de nom depuis en plus. Ça a changé de nom parce que l'idée est belle, elle est poétique, elle est bien, mais quand tu arrives en Espagne ou en Allemagne avec ce nom-là, la voyageuse, Oui, bon. laisse tomber. Ouais, ouais, bon. Ils savent pas le prononcer, ils savent pas l'écrire, et donc ils savent pas le rechercher sur Internet. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de communiquer dessus. Donc, et même auprès des partenaires, des investisseurs, ils ne croyaient pas en ce nom international. Et les belles histoires, ils s'en foutent un peu. Oui. Donc, il fallait un nom brandé international, du coup, Nomad Sister. Attends, avant de plonger là-dedans, parce que ça, c'est ce sujet-là donc, que j'ai envie d'explorer avec toi, mais ça m'intéresse, l'histoire de la rencontre. Là. Donc, quand tu l'as rencontré, tu étais encore conteur. Hmm. C'est J'avais plusieurs casquettes. J'étais conteur et éducateur spécialisé. spécialisé J'intervenais auprès des enfants qui ont des difficultés sociales. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer dans l'autre monde? C'est ce projet-là? C'est ce projet-là, c'est parce qu'au début, tout le monde, des entrepreneurs, des startups, moi, c'était un monde que j'avais un peu... j'avais une très mauvaise image de ce milieu-là, une image de véreux, de personnes qui vont se grimper les uns sur les autres pour gagner encore plus de fric, machin, tout ça. Et en fait, elle m'a amené dans des rencontres de start-upers et tout ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement similaire avec mes soirées que je passe entre artistes. Et pour moi, je me dis, mais en fait, les start-upers, c'est des artistes. C'est des gens qui ont un projet, qui ont les tripes dans leur projet et qui vont tout donner pour leur projet, pour le faire naître. C'est la même chose que des artistes. Purée, merci de le dire, parce que c'est vrai que des fois, on est pris pour des gougnafiers, quoi, mais... alors que c'est ce qu'on aime. Non, mais Donc, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement vivant. C'est juste que maintenant, la mode, c'est plus d'aller dans un garage faire un groupe de musique, c'est de monter sa start-up avec ses potes dans sa chambre, avec son ordi. Et j'ai retrouvé cette énergie-là chez eux. Et donc, Christina m'a passionné un petit peu de ce monde-là. On est venu s'installer à Bordeaux. On est venu 1 an à Taïwan d'abord, après à Bordeaux. Et là, elle a voulu monter donc sa start-up. Et elle avait besoin de quelqu'un pour aller pitcher. Parce qu'elle, c'était pas son truc vraiment le pitch de base, même si elle est capable de se débrouiller très bien. Et moi, conteur de métier, pitcher, je lui dis mais attends, facile. Et donc tu n'y es même pas rentré par la porte du marketing finalement, c'était vraiment... Pas du tout. J'y suis rentré par cette porte du pitch et par cette porte que Christina a une première équipe qui s'est constituée autour d'elle qui a été très décevante. Et c'est pas évident de trouver des associés. Ouais. Première équipe d'associés ou de salariés? De salariés. Ok. De salariés, de stagiaires, de personnes qui ont envie de s'impliquer, qui avaient envie d'être associées. Et c'est compliqué de trouver les bonnes personnes. Qu'est-ce qui a été décevant? C'est quoi? Pourquoi? Des mauvais choix de personnalité, des personnes qui ont essayé de récupérer le projet à leur compte, des sales histoires, quoi. Et donc elle a été assez secouée par ça et elle avait besoin dans son équipe de quelqu'un fiable en qui elle peut compter. Et je dis, let's go, quoi. J'ai dit, on le fait ensemble, en famille. Et puis, c'était particulier parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, ça te bouffe, en fait, au quotidien. Tu es sans arrêt dedans. Et moi, je voyais donc mon épouse hyper pris dans un truc et moi, un petit peu à distance. Et je me suis dit, bon, soit je reste à distance, soit j'y vais à fond, quoi. Et on se le fait ensemble et ça devient un trip de couple, quoi. Une autre forme de voyage, quoi, mais cette fois-ci dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est vrai. Ma femme m'accompagne sur ce projet-là aussi, les compteurs, donc je vois très bien ce que tu dis. C'est excellent. Donc on a vécu ça ensemble, à fond. Au début, moi avec la partie très administrative, opérationnelle, parce que mes études sont dans l'administration d'institutions culturelles, ça c'est mon master, donc tu vois, un peu rien à voir avec tout ce que j'ai fait, mais quelque part, je suis revenu dans le montage de dossiers, des choses comme ça, et quand tu montes une start-up, faut de l'argent. Donc, il faut monter des dossiers de subvention, il faut monter des dossiers auprès des banques. Et ça, c'est quelque chose que je savais faire de manière très efficace. Donc, j'ai ramené de l'argent en non dilutif en premier. Avant de rentrer là-dedans, en plus, tu m'en parlais un peu en off. C'est hyper intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on est rentré dans le vif du sujet. Donc, la voyageuse, maintenant Nomad Sister, pitch-moi en quelques mots pour que les gens comprennent. Alors, c'est une solution où des hébergeuses solidaires vont accueillir gratuitement des voyageuses chez elles. Voilà. L'objectif, c'est de permettre à n'importe quelle femme qui souhaite voyager partout dans le monde
de trouver une autre femme qui va l'accueillir chez elle gratuitement, avec toute bien la bienveillance du monde. Donc totalement gratuit. Oui. Et alors vous, votre modèle économique Et ben, le là-dedans modèle économique, c'est que pour adhérer à la plateforme, il faut être adhérente, comme sur une asso, simplement. Et donc, il y a une adhésion à payer. Et l'adhésion, elle est à tarif libre. Ah, tarif libre en plus. Exactement. Ah, je me souvenais plus de ça. Et c'est normal que tu te souviens plus, parce que c'est là où il y a eu des gros pivots. Ah oui, d'accord, oui. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y avait un montant annuel ou quelque Ah chose oui, comme oui, ça. en fait, il y a eu plein de changements. Au début, la voyageuse, parce que ça s'adressait exclusivement aux voyageuses solo. Ok. Après, on s'est rendu compte que finalement, il y avait plein de femmes pour qui, même si on va chez l'habitant, voyager seul, la barrière était trop haute à franchir. C'était d'abord voyager avec une copine, parce que voyager chez l'habitant, c'est une forme de voyage qui est particulière aussi. Ouais. Voilà, faut être capable de le vivre, de sauter dans ce type de voyage. Et il y a plein de femmes qui ont dit, en fait, je préférais partir avec une copine d'abord, et après, peut-être que j'oserais me lancer en solo. Donc, on s'est dit, OK, on a demandé aux hébergeuses, et les hébergeuses nous ont dit, non, nous qu'on accueille une ou deux personnes, c'est pareil, quoi. Et on s'est dit, en fait, on se mettait nos propres barrières parce qu'on essaie de trop adapter la solution à qui on est nous et non pas au marché. Et ça a été une de nos premières erreurs. En combien de temps il a fallu pour que tu comprennes ça, entre guillemets? Trop longtemps. Mince. Trop longtemps, parce que La Voyageuse est sortie en juillet 2019. Et la plateforme ouverte en juillet 2019, vous savez ce qui arrive juste après C'est ça, de Covid, c'est 2009 ou 2020? 2019-2020. C'est mars, quoi, c'est mars. C'est hiver 2019, ça commence. On est en plein dedans en 2020. Le tourisme s'écroule complètement en 2021 Ouais, donc, et recommence à battre un peu des aides en 2022 pour vraiment repartir en 2023. Ah, donc toi, en plus, tu cochais toutes les cases de choses qu'il fallait pas faire, quoi. Le voyage Ah oui. et la rencontre entre personnes. Ah oui, chez l'habitant, dans un vase clos. Donc nous, on était... ça nous a complètement coupé l'herbe sous le pied. Et c'est quand on lance une start-up, la première chose à faire avant même de déployer, c'est de créer ton product market fit. C'est-à-dire ton produit, comment je le traduirais en français? C'est de trouver que le produit colle le plus parfaitement possible à ton marché. Exactement. Et à cette époque-là, c'était très difficile de le savoir. D'autant plus, et ça, c'est peut-être de cette rencontre que le meilleur conseil que je pourrais donner, et celui que je donne la plupart du temps à des start-upers, c'est de se méfier des compliments. Vas-y, c'est intéressant ce que tu dis. On a eu énormément de compliments avec Nomad Sister. Plein de médias se sont intéressés à nous. On recevait des mails, allez, peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours de personnes. Merci de créer cette solution, c'est génial. Tout ça, il y avait une hype. Voilà, on était un peu encensés et c'est hyper flatteur pour ton ego. Et donc, on a l'impression d'avoir un produit qui est exactement ce qui correspond au marché. Et c'est une grosse erreur parce que les gens viennent te voir parce qu'ils adorent ta solution, mais quid de ceux qui n'aiment pas ta solution? Et eux, tu les écoutes pas. Et tu passes à côté de la plus grande part du marché, qui eux ne s'expriment pas et viennent pas te dire, en fait, ça me plaît pas du tout ce que tu fais parce que ça, plus ça, plus ça. Donc souvent, on dit aux start-upers, trouve tes 10 premiers clients et demande-leur pourquoi ils ont signé chez toi. Et ça va te donner une idée de ton ICP, de ton persona buyer. J'aurais presque envie de te dire, trouve l'inverse. Contacte 10 personnes qui n'ont pas signé chez toi et va vraiment creuser le fond pourquoi ils n'ont pas signé chez toi. Intéressant ce que tu dis. Tu vois, moi j'ai une théorie, c'est un vrai biais cognitif, tu sais, c'est la théorie, pas de l'invisible, mais tu sais, c'est cette fameuse histoire où, Seconde Guerre mondiale, tu as les avions qui décollent des bases anglaises, ils vont en France canarder, puis il y en a qui rentrent et des avions qui rentrent pas. Donc ils font un état des lieux, tu sais, des impacts de balles, et puis tu as l'ingénieur en chef ou le général des armées qui dit à leurs ingénieurs, maintenant trouvez-moi les solutions pour que, mon Dieu, les avions reviennent sains et saufs, quoi. Donc la plupart des ingénieurs regardent les impacts de balles, ils disent c'est là qu'il faut mettre de la tôle renforcée. Mais non, c'est tout à fait le contraire. C'est là où il n'y a pas eu d'impact, ça veut dire que les avions ne sont pas rentrés et que c'est des impacts qui ont fait cracher les avions. Donc c'est exactement ce que tu dis. En fait, parfois on ne regarde les statistiques que du visible. C'est ça. Mais non, il faut aller regarder l'invisible. Exactement. Et là, c'est le même sujet que toi. Exactement, mais sauf que sur le Covid, l'invisible n'était pas si évident que voir. Mais non, exactement. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment tester en situation réelle notre marché. Et donc, on a cramé le cash en
avec les salaires, avec des remboursements, avec la maintenance de la plateforme, le développement de la plateforme. On a développé des choses qui étaient inutiles parce que finalement, on s'est rendu compte que le marché, c'était pas du tout le besoin. Donc, on a cramé de l'argent dans des fonctionnalités qui servaient à rien. Et donc, ouais, on a fait énormément d'erreurs. Hein. Alors, attends, on va essayer de se les. J'adore, parce que c'est hyper intéressant. Déjà, la plateforme existe encore aujourd'hui. La plateforme existe encore et aujourd'hui, elle cartonne. Bon. Tu veux m'expliquer ça après. Non. Attends, les erreurs. Déjà, c'est quoi l'erreur première? Tu penses que la cible et le marché ne se rencontraient pas? Ouais, on a trop réduit le scope en réduisant en voyageuse solo uniquement. Ouais. C'était bien pour les médias. Le côté voyageuse solo, c'était une vraie tendance, la liberté, etc. Ça surfait aussi sur la vague MeToo, qui était très présente à ce moment-là. On est une boîte féministe aussi, donc sur le côté, voilà, les femmes n'ont pas besoin d'être accompagnées pour voyager, elles sont aussi fortes que les hommes. Et ça, c'était bien. Mais en fait, on se fermait d'autres portes à côté. On se fermait les mamans qui veulent voyager avec leurs enfants, qui ont un vrai besoin de sécurité aussi. On se fermait les femmes qui veulent voyager pour le boulot aussi, mais qui veulent pas simplement être dans une nuit, dans un hôtel, mais qui veulent aussi rencontrer du monde. Et les copines, les voyages. C'est marrant. Toi, c'était une belle boîte à retombées presse, parce que femme seule, Ouais. MeToo, toutes les cases des Ouais. retombées médias, mais effectivement, en termes de marché. On n'a pas su vraiment en profiter parce qu'il y a eu le Covid après, mais aussi parce que on a restreint des choses et puis il y avait aussi le modèle économique qui n'était pas le bon. Alors, oui, parce qu'à l'époque, tu payes une adhésion à l'année, je crois. On paye une adhésion à l'année à 119 €, Ouais, je me souviens de ça. qui était même montée à 139. Et notre idée de base, et je dis bien, tu vois, notre idée, hein, donc et alors on a demandé à des gens, on a questionné, on a fait des pseudo-études de marché qu'on fait nous-mêmes avec des questionnaires, mais en fait, c'est pas une vraie étude massive. Puis t'envoies aux copains, quoi. Ouais, ou dans la rue, tu Mm. vois, ou dans les gares, on allait voir les voyageurs, tout ça, mais quand les gens sont en face de toi, ils sont gentils. Mais vraiment faire une vraie étude anonymisée, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire dès le départ. Et même en prendre un prestat externe, tu vois. Mm. Et donc, les gens disaient, ah oui, pour une solution sécurisée, avec des hébergements gratuits toute l'année, tout ça, bah ouais, payer 119, 120 € sans problème, c'est pas cher, tu vois. C'est pas cher du tout. Sauf que derrière, tu as Couchsurfing, tu as d'autres boîtes qui existent, qui proposent de l'hébergement chez l'habitant, mais qui sont tous à 20 balles, à 25, 19, des tarifs très bas en fait. Donc nous, on était largement au-dessus avec une communauté beaucoup plus petite. Mais notre idée, c'était on voulait quelque chose qui soit premium pour être rassurant. On avait l'impression que si on mettait pas cher, les gens ne croiraient pas que ce soit safe, sécurité. Donc, parce que derrière, il y avait un gros process de sécurité, on vérifiait les profils, on appelait chaque hébergeuse, enfin, c'était une usine à gaz. Hein. Ouais, parce que. Puis même, là, tu avais un double enjeu de à la fois, comme toutes les marketplaces, en réalité, à la fois aller attirer ta communauté, mais aussi les hébergeuses. Exactement. Comment tu as recruté des hébergeuses? Par les médias, principalement. Et t'en as combien, genre? Enfin, t'en as eu On a commencé avec 1000 hébergeuses. Aujourd'hui, on a, alors, au total, sur les hébergeuses, on en a 10 000. Après, c'est un chiffre qui a nuancé parce que tu as les hébergeuses qui ouvrent leur hébergement, qui ferment leurs hébergements. Donc, combien on en a en actif instantanément? Aujourd'hui, on en a 4000 et quelques. Je n'ai pas le nombre exact. Ce qui est beaucoup quand même. Hein. Ce qui est bien, ce qui est beaucoup, ça dépend comment on le voit. Et puis, plateforme mondialisée, ça paraît peu. Exactement. Nous, on le voit après, et c'est là où on essaye d'éduquer nos clientes. On le voit un peu comme chaque personne est une destination. Plutôt que se dire, tiens, j'ai envie d'aller en Thaïlande, est-ce qu'il y a des hébergeuses en Thaïlande? C'est plutôt regarder la carte, comme quand on va voir la carte d'un aéroport pour dire, aéroport de Bordeaux, où est-ce que je pourrais aller ce week-end? Et on clique et on regarde, ou par l'avion dans tous les sens. Ah tiens, on peut aller à Lisbonne. Bah tiens, on va aller à Lisbonne. Je n'avais pas du tout l'idée d'aller à Lisbonne avant. C'est simplement en allant voir les possibilités que j'ai choisi cette destination. Avec Nomad Sister, on peut faire pareil. On va voir sur la carte, on regarde où sont toutes les hébergeuses dans le monde et on va se dire, ah bah tiens, il y en a une à Calcutta. Eh ben tiens, je vais la contacter, voir si elle peut m'accueillir. Et ça devient un point de départ d'un voyage. Excellent. Comment les 4000, les 10 000, comment tu as réussi? Que les retombées médias pour les... Alors, c'est que les médias, je les ai travaillés grâce à de la prospection automatisée. On n'a jamais eu affaire à une agence de prospection ni quoi que ce soit. J'ai eu une stratégie de growth dessus pour avoir un maximum de retombées médias et au passage des backlinks pour le SEO. Après, expert SEO, j'ai fait une stratégie SEO internationale qui aujourd'hui fait que la voyageuse se porte mieux. Nomad Sister, pardon.
Et voilà. Donc, c'est exclusivement de l'organique. Ouais. Ça m'intéresse. C'est quoi quelle a été ta technique pour... On en a eu une, nous, on en a fait une il n'y a pas longtemps pour obtenir de la retombée média et du backlink. C'était quoi toi, ta technique Et ben, dans un drive, on a différents communiqués de presse qui vont s'adapter à chaque fois à une thématique. Par exemple, le communiqué de presse spécial pour le journaliste économique, le journaliste touriste, le journaliste start-up, je ne sais plus c'est lesquels, mais on avait donc plusieurs communiqués de presse comme ça. Et en fait, via LinkedIn, on contactait en masse tous les journalistes en ciblant c'est quel type de journaliste c'est pour lui proposer notre Le bon. communiqué de presse. Quoi. Comment, alors, ça va te paraître, mais comment tu t'y es pris? Tu as des outils sur LinkedIn pour le faire? Alors, à l'époque, LinkedIn n'était pas aussi complexe que maintenant. On pouvait envoyer 2000 demandes par jour. C'était La régalade. la régalade. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde là-dessus. Donc, c'était extrêmement simple. Et les journalistes n'étaient pas habitués à ça à ce moment-là. Donc, on a eu, je ne sais plus, 190 retombées presse sur 2 ans, un truc comme ça. C'est Donc, beaucoup. Puis tu as le produit qui va bien pour le faire. voilà. Et puis, j'avais installé des relances automatiques pour demander à chaque fois de mettre un lien vers le site. Et ça fonctionnait bien. On a eu un backlink dans Le Monde, quoi. Le truc, il vaut 5000 € aujourd'hui, quoi. On a été cité par Le Monde, nous, on n'a pas eu le backlink, quoi. Ils nous ont mis l'URL, mais elle n'est pas linkée. Quoi. Ah ouais, on a eu Figaro, on a eu plein de gros médias. Mais après, c'est vrai que c'est le problème des backlinks médias, c'est que très vite, ils arrivent en fond de site et ils perdent énormément d'autorité. Donc là, il faut une stratégie de relinking pour les remettre en place. Alors attends, moi ça me passionne. Explique-nous tout ça. Parce que là, Je pars dans tous les sens. Hein. Non, j'adore. Non. Explique les termes, entre guillemets. Ouais. Donc, le fait d'avoir un backlink sur un gros média. Un backlink, c'est un lien dans une page web qui n'est pas celle de ton site, qui va amener vers ton site. Par exemple, Le Monde va parler de ta solution et va dire, voilà, Nomad Sister. Et là, on peut cliquer sur Nomad Sister et ça nous amène sur notre site. C'est ça, un backlink. Donc ça, incroyable, parce que tu peux les acheter sur des plateformes dédiées, Exactement. mais ça vaut, le plus petit, sur des médias, vaut 1000, 1005. C'est ça. Je crois que tu as raison, Le Monde ou le Figaro, je crois qu'ils sont à 2000 ou 2005. C'est les plus chers en France. Énorme. Donc c'est cool quand tu as un backlink naturel, parce que souvent, les articles sont proposés sur la page d'accueil du site Le Monde. Donc ça veut dire qu'en termes de jus, ils sont puissants. Par contre, il y a un tel flux de publication de nouveaux articles sur Le Monde, c'est que très vite, comme tu dis, tu es en fond de site. C'est ça. Et donc, ton lien est beaucoup moins puissant. Ça veut dire que les robots de Google, ils ont un budget crawl, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont explorer le site, mais ils ont une certaine limite. Quand on est un média, on sort beaucoup d'articles tous les jours. Donc, au bout d'un moment, les anciens articles ne sont plus explorés par Google et ils perdent en autorité. Et donc, ton backlink perd en capacité d'apporter ce qu'on appelle du jus SEO, de l'autorité vers ton propre site. Comment tu relinks, toi? C'est quoi ta technique de relinking? Tu vas reprendre des petits sites, souvent ce qu'on appelle des PBN, c'est des... J'adore quand tu me parles avec ces mots-là. C'est des petits sites créés pour les backlinks. C'est des réseaux backlinks. de sites créés par des SEO, des types comme moi. Tu crées, toi, du PBN? Non, je ne crée pas du PBN, mais l'agence pour qui je travaille va créer du PBN pour ses clients. Ouais. Ils donc en ont beaucoup? Parce que tu vois, nous, on avait commencé, mais en fait, il t'en faut une galaxie. Hein. Ouais, quand même. Donc, c'est des sites qui sont créés spécifiquement pour ça, pour aller chercher des positions SEO et pour aller créer des backlinks. Et donc, c'est des backlinks qui n'ont pas beaucoup d'autorité, mais le simple fait qu'ils soient explorés par les robots Google et que tu vas mettre un lien, non pas vers ton site, mais vers ton article du Monde ou du Figaro pour qu'il revienne en haut de la pile pour les yeux de Google, c'est une excellente stratégie. Tu le fais, parce que c'est marrant, on essaye de faire la même chose. Tu le fais à intervalles réguliers, dès que tu vois que ça apporte plus de jus, comment tu relinks? Un backlink média, quand tu vois qu'il a plus de 2 ans, tu fais du relinking dessus. Simplement, un backlink gros média, tes gros backlinks, tous les 2 ans, 3 ans, tu lui remets du jus dessus. Tu as une règle sur le nombre de backlinks que tu renvoies? Non, je n'ai pas forcément de règle. Mais en fait, c'est plutôt dans la négo, quand tu achètes un backlink, tu essayes de dire est-ce que je peux mettre 2 liens. Et tu vas mettre un lien vers ton site, mais un lien vers un autre site. Donc ça rajoute de la pertinence à ton article. Par exemple, tu parles du voyage solo. Tu vas linker vers ton site, mais tu vas linker vers l'article du Monde qui parle du voyage solo. Donc cet article-là gagne en pertinence aux yeux de Google, mais en plus, l'article du Monde link vers toi. Purée, tu vois, moi, j'y pense pas à faire ça. Moi, j'achète du lien dédié pour le relinking. Bah oui, c'est bête, en fait, je pourrais placer 2 liens. Tu peux faire les deux, hein, mais en fait, l'idée, c'est que ça coûte moins cher de placer 2 liens. Non, mais t'as raison, je vais pas tilter. Et de gagner en pertinence sur ton article que tu crées, quoi.
Hyper intéressant. Donc, grosse stratégie SEO pour aller chercher à la fois tes hébergeuses, stratégie média. Ouais. Nous, c'est pareil, on avait fait ça. On a un site qui s'appelle The Love Room, marketplace de Love Room. Pareil, on a sorti une petite étude. Moi, la technique, c'était je sors une infographie ou une étude pour la Saint-Valentin. Je balance ça à tous les journalistes. On s'est fait citer. J'ai fait le gros set de Laurent Ruquier. Ok, génial. Donc, c'est trop bien. Sauf que ça fait pas de backlink, quoi. Ouais. Donc, on a rigolé à l'agence parce que tu te retrouves à parler de Love Room chez Laurent Ruquier. Mais on n'a pas eu les backlinks qu'on voulait, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, tu utilises encore des outils toi, pour faire la prospection automatisée. Oui. C'est quoi ta technique? Parce que les outils, tu en as plein, hein, tu peux peut-être Ouais. les citer, mais moi, j'ai pas de problème. Mais par contre, c'est quoi le message que tu envoies pour être vu? Parce que, je veux dire, on en reçoit à l'appel. C'est quoi ta technique pour être visible dans la masse? Ben, ça dépend du marché, du secteur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs clients en tant que responsable acquisition. Mais je veux dire, la règle, elle est quasiment la même pour tout le monde. On est tellement saturé que l'approche, elle doit être conversationnelle. C'est-à-dire, l'approche, que ce soit sur LinkedIn, par mail, ah, t'as ça comme problème, j'ai ça comme solution et c'est vachement bien, vas-y, quel un rendez-vous. C'est cramé. Ça marche plus. Quel que soit ce qu'on appelle l'intent data, le signal que tu as repéré qui te permet d'envoyer ton message, même si de départ tu te dis ah je respecte les intent data, j'ai un bon framework, douleur, solution, etc. Ah non mais pourquoi ça marche pas? Parce que tout le monde te capte que c'est automatisé, que tu arrives avec tes gros sabots pour juste caler un rendez-vous. Non, ça marche plus. Parce que tu en as 10 qui font comme toi, quoi. Donc l'approche, c'est plus... l'approche, c'est celle... tu es dans un marché, tu vois, tu fais tes courses et tu arrives entre deux stands de saucissons et il y en a un qui te dit venez goûter, venez goûter. Ben, celle-là, c'est la bonne approche. Voilà. Alors comment tu fais toi? Attends, je me dis comment je vais faire pour ma... Ben, c'est du lead magnet en fait. C'est du lead magnet. Ça marche en prospection automatisée? Attends, lead comme... magnet, c'est que tu leur proposes de télécharger un petit guide, un petit... C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de mieux parce que tu n'arrives pas avec tes gros sabots, tu arrives avec une discussion. Par exemple, tu vas dire tiens, j'ai vu que tu t'es intéressé par ça, que tu discutes de ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un sujet pour toi en ce moment, etc. etc. Tu vois, tu poses juste une question. Pour moi, le premier message sur LinkedIn, il doit faire 150 caractères, pas plus. C'est vraiment un salut et une phrase. Mais une phrase qui correspond, qui va créer de l'ambiguïté, qui va donner envie de répondre, qui n'a pas l'air j'arrive avec mes gros sabots. La personne, à partir du moment où elle répond, elle a créé une connexion, tu peux lui dire ah bah justement, tiens, j'ai créé ce livre blanc, je te l'offre si tu veux et je veux bien voir ton retour parce que voilà, on ne l'a pas encore sorti, tu crées une situation de FOMO, d'urgence, quelque chose comme ça pour avoir qui charge ton livre blanc. Là, sur le livre blanc, tu as le mail, tu as potentiellement le téléphone si tu l'as mis. Des fois, ça peut être un frein, donc c'est à hésiter. Tu peux l'enrichir toi-même plus tard, le téléphone. Et avec ça, bah, tu fais ton retargeting. Ça marche encore, ça, sur du B2B? Je me pose vraiment... En fait, pour moi, ce qui marche, c'est le call phoning aujourd'hui. Mais le call phoning, ce n'est pas le vrai terme, ça serait plutôt ce qu'on appelle le warm phoning. C'est-à-dire, appeler quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, où tu arrives ni d'Ève ni d'Adam, ça marche encore. Il faut vraiment être bon, il faut être bien formé, il faut avoir les bonnes accroches, le bon icebreaker, la bonne première phrase en fait. Faut quelqu'un qui sonne pas j'appelle de l'étranger avec un temps d'attente, avec une espèce de... et avec un accent de ne sais pas d'où, et puis voilà, ou alors ça sonne IA. Mais si la personne a déjà interagi avec toi sur LinkedIn, ou par mail, ben, le téléphone, il va le prendre. Et le téléphone, c'est là que tu cales le rendez-vous. Alors, du coup, tu conseilles quoi? Donc, moi, par exemple, donc, c'est souvent, on va dire, les fondateurs et les top managers qui sont, entre guillemets, présents sur LinkedIn. Donc, c'est avec eux que tu interagis. Mais c'est pas eux qui font la prospection. Donc, imagine, un commercial. J'essaie de pas trop utiliser les mots startup. Ouais. J'appelle de la part de Grégory? Oui. Et ça marche, ça aussi? Oui, exactement, ouais. Non, c'est oui, Grégory est en échange avec vous sur LinkedIn, donc tu vas aller chercher le oui plutôt que j'appelle de la part de Grégory. C'est oui, je vous appelle parce que vous êtes en échange avec Grégory, c'est ça, sur LinkedIn. Oui, bah, je suis son commercial en fait, et il m'a parlé que vous aviez ce problème-là, c'est ça? Oui, donc tu cherches des oui, comme ça. Et là, tu vas dire, bah, je viens justement de voir que votre trafic s'est écroulé, que vous n'êtes pas du tout présent dans les LMS. Est-ce que c'est un sujet pour vous en ce moment, pour 2026?
Et voilà. Bien joué. Là, vous venez d'avoir un petit cours. Et là, la personne va dire oui, ça m'intéresse, non, parce que c'est pas pour le sujet du moment. Donc, on va avoir les différentes oppositions. Il faut être capable de monter sur les oppositions. Donc, ça, c'est bien prévu. Et dès que la personne pose une question, dès qu'elle commence à dire oui, mais du coup, comment vous faites, vous, les compteurs, pour m'accompagner en marketing comment vous faites Oui, et ben là, la réponse, c'est de ne pas répondre. La réponse, c'est de pas d'entrer dans le discours commercial, c'est de dire je vois que ça vous intéresse, c'est une super question, je vous propose qu'on en parle, mais en détail en visio. Est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine Et là, la personne, elle est coincée, elle peut plus dire non. Malin, tu vois, moi, on est en train de le faire un peu à l'agence. Bêtement, on répond comme des idiots, quoi. Il ne faut pas répondre. Bien joué. Il faut coincer la discussion, faut clore la discussion. Moi, mes call phoneurs, quand ils font un appel froid, même s'il est warmé, préchauffé, dès que ça dépasse les 4-5 minutes, c'est pas bon. Il y a eu un problème. T'es trop rentré dans le sujet, en fait. C'est trop rentré dans le sujet. Et plus tu vas rentrer dans le sujet, alors que c'est pas ton rôle d'être vendeur, là, ça va être le closer, le commercial, qui va qualifier, etc., etc. Là, c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de boucler le rendez-vous. Après, tu as un premier rendez-vous de prise de brief qui va être un quart d'heure pour bien cerner le problème, la problématique, etc., etc. Et puis après, tu fais ta propale. On essaie de le mettre en place, nous, à l'agence. Mais en Voilà. fait, c'est pas notre... Mais ça fonctionne Ouais. si derrière ta qualification, elle est excellente. Parce que si ton call phoneur boucle plein de rendez-vous, mais que derrière, le commercial se retrouve avec plein de mecs qui sont pas du tout qualifiés, qui sont ni ton persona buyer, qui sont hors ICP et que tu l'as saturé de mauvais rendez-vous, bah là, tu perds sur ton coût d'acquisition. Comment tu les préqualifies en amont? Travailler à la main ou tu as des Non, automatisations? des agents IA. Des automatisations, des agents IA. Que tu fais toi? Ouais. Donc comment ça, si tu sens, voilà, en dévoilant sans tout Alors, dévoiler, c'est mais des systèmes sur Airtable. En fait, je vais préqualifier sur Airtable avec un gars qui m'a aidé à monter tout ça. Et donc, on va scraper sur LinkedIn en masse et on va pouvoir identifier les entreprises qui correspondent à l'ICP de mon client et dans ces entreprises, les persona buyers. Donc, ça dépend de c'est qui vos clients, si c'est des entreprises de tant ou tant de salariés, de quel secteur, de quel type de chiffre d'affaires. Et dans ces entreprises, est-ce que c'est plus le responsable RH, le décideur? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le responsable marketing? Ça dépend. ce qui est génial, en fait, c'est que tu viens pas du tout du secteur. Tu rencontres la personne qui allait devenir ta femme qui te dit, en fait, tu te dis, on y va comme des oufs. C'était presque, c'est marrant parce que c'était presque réaction épidermique à ce métier-là. Maintenant, tu t'en parles avec les mots d'un passionné. Et presque tu vas même plus loin que certains. Bah, tu sais, ça fait quand même maintenant 7-8 ans que je suis dedans. Mm, Donc, mm, c'est marrant, c'est un métier où tu as des gens au bout de 4 ans, ils se disent déjà senior, quoi, tu vois. Ouais, C'est super rigolo, quoi. Mais je trouve que c'est un métier, quand on est dans le digital, la première qualité que je vais chercher chez des alternants que je recrute ou des salariés, ça va être la curiosité. Mm. La capacité à aller chercher ce qu'il y a de nouveau. Et c'est pour ça que c'est un des rares métiers où un mec qui a 2-3 ans d'expérience, qui est jeune, peut être meilleur qu'un vieux qui a 20 ans d'expérience. Parce que le vieux, il ne s'est pas renouvelé, il s'est assis sur ses acquis. Le jeune, il a faim, il cherche, il est à fond dans tous les trucs, sur les innovations, mais franchement, il défonce tout derrière. Il a regardé 3 vidéos YouTube, il a fait un side business qui rapporte déjà un peu. Et il a... Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Donc ça, tu l'as fait pour Nomad Sister. Tu le fais maintenant. On en reparlera après dans la boîte sur laquelle tu es maintenant, ce que tu montes. Ouais. Ça marche encore, ça. Ouais. Le call phone, Putain, mais même, je pensais pas que ça marchait. Mais encore, Alors ça, le call phoning, ça marche pour le B2B. Évidemment. B2C, Oui. c'est un autre sujet, quoi. Et puis emmerder les gens, Non, mais t'as emmerder raison. les gens chez eux, les appeler à midi pour leur vendre des pompes à chaleur. Ouais, bah non. Et encore, je suis sûr que dans le volume, ça marche encore. Certainement, puisqu'ils le font. Mm. Donc c'est qu'il doit y avoir un retour sur investissement qui est C'est positif. clair. Mais je pense que là, l'ICP, c'est Monique, 78 ans. Nous, on a très peu de personnes qui nous raccrochent au nez parce qu'on a eu ce premier échange. Et donc l'appel, il est presque légitime. Et on n'arrive jamais avec nos gros sabots, on arrive avec une analyse de notre cible et donc une vraie solution qu'on va lui proposer. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc tu as quand même une prospection, une qualification à la main de tout ça. Parce qu'il a fallu que tu vois
qu'il y a eu un échange sur LinkedIn. Donc c'est le setting, hein, c'est ça dont tu Ouais. parles, si c'est le mot. Exactement. Le setting, tu le fais. Donc le setting, c'est. Tu me dis si je me trompe, mais c'est pour que les gens comprennent si c'est pas des techniciens. Il y a du premier échange sur LinkedIn, un petit like par-ci, un petit commentaire, voire un message privé. Ouais. Tu as quelqu'un, un setter, on appelle ça, un Mm. commercial, qui vient détecter ça et qui prend la parole pour dire j'aimerais qu'on décroche un premier rendez-vous. C'est ça. Alors, souvent maintenant, ça dévie un peu. Ce qu'on avait appelé le setter, c'est celui qui va suivre les discussions sur les messages privés LinkedIn ou par mail. Tout ce qui est ce que tu viens de dire, la détection des signaux, maintenant, c'est automatisé. Comment toujours avec ton Airtable que tu décides. Alors oui, tu as plein d'outils, la grosse machine, Lemlist, Wallaxy, enfin, il y en a énormément. Là, je t'ai cité les 3 qui sont les plus connus, mais si tu fais que du LinkedIn, tu peux aller chercher LinkedIn Helper 2, qui est beaucoup moins cher, qui est tout aussi bien, mais qui est au niveau UX, c'est une usine à gaz. Mais si ça te fait pas peur, c'est le meilleur. Tu en les as plein, voyais, quoi. les prospecteurs Lemlist avec la fameuse vieille image personnalisée où quand tu suis un peu Lemlist, tu dis ah ouais, encore un prospecteur Lemlist. C'est ça. Mais ça marchait. Ça a marché, Mm. mais le truc, c'est que dès que tu as quelque chose qui est un peu accessible à tout le monde, 3 mois après, ça marche plus. Ouais. Parce que c'est saturé, donc il faut aller chercher des techniques un peu plus malines. Même ce que je viens de te dire aujourd'hui, l'approche conversationnelle, vu que c'est la tendance depuis 3-4 mois, c'est grillé bientôt. Mm. Il va falloir trouver autre chose. Il y a eu la tendance des vocaux. Il y en a plein, en fait. Faut aller chercher. En fait, c'est ça le growth. Le growth, c'est un terme qui a beaucoup évolué, mais si on repart à l'origine, c'est trouver la technique maligne que les autres n'ont pas encore fait. Quoi. Et c'est quoi la technique du moment là-dessus? On est encore sur le conversationnel ou il y a déjà des trucs qui arrivent? Il y a toujours des techniques malines, mais je les shoote pas forcément. Bon, je t'en demanderai en off. Donc c'est comme ça. Attends, je reviens vite fait à Nomad Sister, mais on va redivaguer, ce que j'adore. Stratégie SEO. Donc tu dis stratégie de retombées médias, stratégie de prospection. Tu es allé chercher du SEO international, Oui. à la fois pour recruter, pour faire connaître à la communauté de Oui. voyageuses. Principalement, oui. Est-ce que c'était un besoin qui était formulé dans les moteurs déjà? Oui, on avait plein d'intentions de recherche. On est capable, avec les outils, de détecter le volume de mots-clés, le nombre de fois où vont être tapées telle ou telle requête sur les moteurs. Donc, je savais qu'il y avait un énorme marché anglais à aller chercher. Donc, Anglais principalement? Oui, principalement. Ouais. C'est le gros marché. Là, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller... on est massivement présent en France, c'est d'aller chercher le marché américain. Le marché américain, dans notre secteur, sur Nomad Sister, c'est le plus pertinent parce qu'il peut à la fois fonctionner avec le tourisme interne au pays, Oui. les Américaines qui veulent voyager aux États-Unis, qui ont besoin de sécurité et tout ça. Et rien que si on avait chopé ça, on aurait une autonomie financière qui nous permettrait vraiment de décoller ensuite. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, vous ne l'aviez pas senti, ça? Alors, parce que déjà, il faut quand même... notre stratégie, c'était d'être présent en France, dans l'idée que la France, c'est quand même le premier touristique, la première destination mondiale. Et on s'est dit, les gens vont venir en France et après repartir en restant dans la communauté, donc devenir hébergeuse. Sauf que comme tous les voyages internationaux étaient coupés, ça a été compliqué. Donc c'est les voyages en France qui ont fonctionné. Et aujourd'hui encore, la plateforme est quand même majoritairement utilisée par des randonneuses, par des gens qui font du voyage très écolo, dans le coin, les cyclo-randonnées, qui traversent la France en allant chez nos Nomad Sisters. Quoi. Et donc à l'époque, tu dis quand vous avez commencé ça, vous avez été levé des fonds? Oui. Comment tu t'y es pris? Comment vous y êtes pris? Alors on n'a pas levé des fonds, on a levé des financements non dilutifs, des subventions. On allait chercher tout ce qui était possible. Et la France est un très beau pays pour ça. Voilà. Alors ça a peut-être changé depuis. Avant, on pouvait cumuler le pass startup de la région et l'aide de la BPI, ce qui permettait par rapport à ton apport perso, si tu mettais 40 000 euros, tu avais 20 000 de l'un, 20 000 de l'autre, donc tu commençais avec 80. Ensuite, tu peux faire un prêt d'honneur de 30 000. Avec ça, tu peux doubler. Avec toutes les banques peuvent doubler tout ce que tu as en compte. C'est toujours le cas maintenant? Les banques vont toujours doubler, ouais. Ouais, ça c'est toujours le cas. Avec le prêt d'honneur, je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe. Et tu peux aller chercher des subventions qui sont spécifiques à ton secteur. Là, dans le tourisme, on pouvait en avoir une avec la région Nouvelle-Aquitaine.
Donc, ouais, c'était pas mal. Donc là, à peu près combien de subventions On a eu 200 000 euros en non dilutif Donc. pour lancer la start-up. C'était suffisant? Non. C'était suffisant pour lancer la start-up hors Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait pu faire les pivots assez vite pour se rendre compte de là où on se plantait et peut-être avoir suffisamment de trésor pour lancer vraiment la com derrière. Parce que là, Covid, vous avez quand même continué du coup en disant on lance la plateforme? On maintient la plateforme à jour en fait. On continue de développer des fonctionnalités, on continue d'être présent dans les réseaux sociaux. Notre idée c'est faut qu'on soit dans le cœur des gens pour que le jour où les voyages reprennent, bam, les gens pensent à nous et tout ça. Mais ça a été long le Covid. 2 ans avant que ça revienne vraiment. Ça a été long et on est arrivé au bout et on est arrivé... alors 2023, on a eu pour projet de vendre Nomad Sister. On a tout arrêté, tout coupé, tous les développements web, tous les salariés, tous les stagiaires. Moi j'ai pris un CDI, Christina a pris un CDI. Il y avait plus personne à bord. 2023, c'est pour nous la boîte elle est finie. Et vous l'avez pas vendu finalement? Finalement, on ne l'a pas vendu parce qu'on a contacté des gens qu'on pensait qu'ils pourraient être intéressés pour la racheter. Et les gens nous l'ont démonté. Ah ouais? Ils nous ont dit, mais ta boîte, il y en a un, il m'a dit, ta boîte, elle vaut pas loin de 0. Tu sais, quand t'as mis, attends, on devait être en 2023, quand t'as donné 4-5 ans de ta vie dessus et qu'on te dit, ce que t'as donné pendant 4-5 ans, ça vaut pas loin de 0. Ça a fait un petit peu mal au cœur. Donc on s'est dit bon et puis il y avait une communauté derrière, tu vois, qui quand même utilise la plateforme, mais là à l'époque c'était ça vivotait quoi, tu vois. Donc nous ce qu'on voulait c'est une boîte dans le tourisme qui reprenne la boîte et qui la refasse décoller et qu'on garde un peu tu vois l'étiquette. On est les fondateurs de cette boîte, même si c'est pas nous qui la font décoller, parce que des fois dans les profils d'entrepreneurs tu as des starters. Et tu as les scalers, ceux qui vont vraiment arriver à mettre ta boîte à scale. Et concrètement, nous, on était des bons starters. Mais pour la partie scale, on n'était pas les meilleurs. Mais pourtant, là, j'ai l'impression que... Alors attends, donc personne ne veut te la racheter? Personne ne veut me la racheter, non. Et comment ça se passe ensuite? Tu la laisses vivoter et un jour ça prend? On la laisse vivoter. On arrive 2024. On ne sait plus trop quoi en faire, mais on sent que le tourisme reprend bien. Tout cela, le Covid, c'est bien derrière. Et Christina, elle est complètement sortie de la boîte. Elle me laisse un peu plus les rênes et je lui propose de faire le dernier pivot. Je dis, allez, avant promis de fermer chérie, tout, dernière fois. c'est ça. On fait un dernier pivot. Mais moi, j'y crois en celui-là et je pense que c'est celui qu'on aurait dû lancer dès le début. On arrête avec ce tarif... genre premium à 119, 139, machin et tout ça. On fait un truc tarif libre. Pourquoi tarif libre aussi? Je dis, mais parce que tu veux une solution qui aide toutes les femmes du monde. D'accord? Tu crois que ta femme en Inde ou en Amérique du Sud, elle a 119 balles? Elle les a pas forcément. Ou alors tu touches les personnes qui ont des moyens dans ces pays-là. Mais si tu veux toucher toutes les femmes du monde, il te faut un autre modèle éco. Et donc, on a lancé ce modèle éco de base. En fait, quand on arrive sur la page d'adhésion, on leur dit payez le tarif de 2 nuits d'hôtel chez vous, dans votre pays. Après, les gens, c'est à la discrétion des gens. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Mais on a décidé de faire confiance à notre communauté et de lancer ce tarif libre. Et alors les gens ne sont pas super généreux. C'est vraiment l'équivalent de 2 nuits d'hôtel ou tout le monde met l'équivalent de 2 nuits d'hôtel en Inde? Ouais. De 2 nuits d'hôtel chez soi en prenant la consommation d'électricité. Ouais. Quoi. Donc c'est quoi du coup ton ticket moyen d'adhésion? Notre ticket moyen c'est 25 €. J'aurais pensé pire. Ouais. Mais voilà, 25 €, 30 €. Mais ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens à s'inscrire. Donc finalement Et donc finalement, on a fait x4 sur l'année à partir du pivot. Donc les chiffres ont bien augmenté. Et donc on a vu que, donc on est sur... on a changé de modèle économique, on a plus de gens à s'inscrire et c'est en train de fonctionner. Et après 2025, sur l'été 2025, je décide de prendre du temps pour Nomad Sister et de lancer une stratégie SEO internationale. Que tu n'avais pas jusqu'à présent?
Ou très peu. Très T'avais un peu de SEO quand même. Ouais, mais j'avais pas le temps. Hmm. Et je bossais pour Uplix, donc une grosse agence SEO à Paris. Je bosse toujours pour eux, mais en freelance aujourd'hui. Et c'était un boulot plus qu'à plein temps, qui demandait un investissement énorme parce que c'est une agence ambitieuse et il y avait énormément de travail à faire. J'ai commencé comme consultant SEO pour devenir lead SEO, pour passer SEO Growth, et puis pour finir Head of Growth, puis Head of Acquisition. Donc j'ai pas mal évolué, mais ça demandait beaucoup de travail. Et du coup, Nomad Sister, pour moi, c'était un petit peu le truc qui vivotait à côté. J'ai dit, ah tiens, on a changé le modèle éco et on sent que ça plaît plus. Et on avait beaucoup de retours positifs. Je lance une stratégie SEO. Si vous êtes curieux, vous connaissez les outils SEO, vous regardez à partir de juin 2025, la boîte, bam, au niveau visibilité, elle explose. On passe à presque 2000 clics par jour vers le site. Alors, c'est pas énorme pour du tourisme, mais pour nous, on était à 100 clics. C'est ce que j'allais te dire. Déjà, c'est niche et ça dépend toujours de ton point de départ. Voilà. Et donc, voilà, on ramène beaucoup plus de monde. Alors, explique-nous, je vais dire en 3 mots, mais non, prends le temps que tu veux. C'était quoi la stratégie avant? Parce que je me souviens quand on s'était vu, tu m'avais parlé de SEO. Donc, vous aviez déjà une volonté là-dessus. Et qu'est-ce que tu as entrepris? Quelle était la vision et qu'est-ce que tu as entrepris et dans quel ordre pour passer de 100 à 2000? L'IA est extraordinaire quand on n'a pas beaucoup d'argent. Avant l'IA, avant les LLM, créer un article, ça coûtait de l'argent. Même en formant des stagiaires, des alternants, ça demandait quand même de la relecture, fallait être pertinent, ça prenait beaucoup plus de temps. Là, avec une jeune équipe de personnes qui n'avaient jamais été rédacteurs, je sortais 3 articles par jour. Donc, Totalement écrit à l'IA? Non, je crois pas trop aux articles totalement écrits par l'IA. Ça va être le travail au global va être 80% IA, 20% humain. Mais ces 20% humains vont faire pour moi peut-être 80% de résultats. Ok. Alors attends, je veux le détricoter tout ça. Déjà en termes de stratégie de mots-clés, comment tu t'y prends pour internationaliser tout ça? Je vais faire un audit sémantique. Ok. Bon, ça c'est un peu complexe, c'est-à-dire que je vais aller scraper des concurrents sur leur marché pour voir où est-ce qu'ils sont positionnés, quels sont les mots-clés les plus pertinents. Mais en fait, après aussi, je veux aussi beaucoup me fier à ce qui est logique. Oui, on peut faire plein de scrapping, machin et tout ça, mais il y a des fois des intentions qu'on ne voit pas avec les outils. Comme voyager seul au Costa Rica. Tu vas avoir l'impression qu'il y a 0 personne. Mais il y a forcément des femmes qui réfléchissent à voyager seul au Costa Rica. Et ce, quelles que soient les langues. Et aujourd'hui, chercher le mot-clé, c'est une erreur. Aujourd'hui, il faut chercher l'intention de recherche beaucoup plus globale, surtout avec les LLM, donc les moteurs de recherche IA, qui vont capter plus une intention globale et non pas un mot-clé. Et donc, il faut aller chercher toute une sémantique autour de voyager seul au Costa Rica. Ok. Et donc, on a fait toute une stratégie sur le voyage solo, puisque c'était là qu'on avait le plus de backlinks, donc on était le plus légitime. Donc, on est allé plier voyager seul plus pays. Et donc, toute une automatisation de structure d'articles similaires pour chaque intention voyager seul plus le pays. Et après, une rédaction automatisée, mais à l'intérieur des rédacteurs qui vont aller chercher personnaliser l'intérieur. Ça, tu le fais donc, voyager seul plus pays, tu le fais uniquement en français ou tu le fais dans toutes les langues? En 5 langues. Donc français, anglais. Français, anglais, espagnol, italien, allemand. Nativement, tu rédiges d'abord en quelle langue? En français, ou la langue de mon rédacteur, celle qu'il préfère. Ok. Et tu traduis ensuite dans les 4 autres langues ou tu réécris selon une intention différente? Non, je traduis. Mais par IA, full IA la traduction. Quelle IA tu prends? Je prends Claude pour les traductions. Tu rédiges avec ChatGPT et tu traduis Claude? Claude. Ah ouais? ChatGPT pour la collecte de données, pour l'analyse, pour faire la structure. Ouais. Donc ça va être le meilleur pour ça, mais pour la rédaction, Claude. Et alors, on va peut-être en perdre, mais là j'adore. Tu automatises comment? Donc, à quel moment tu automatises ta recherche de mots-clés? Au départ, elle est manuelle. Ouais. Ton brief, il est automatisé IA ou tu le briefes manuellement? J'ai des prompts, en fait, et
des GPT, je sais pas si ça va Ouais, parler, non, ou des vas-y, space, vas-y. c'est-à-dire qu'on peut pré-prompter Ouais. soit sur Perplexity, soit sur Claude, soit sur ChatGPT, pour avoir des agents qui vont être capables de faire exactement ce que tu leur veux sans réécrire à chaque fois ton prompt. Donc là, en gros, nous par exemple, si tu lui files le mot-clé, il te sort Ouais. le bon plan Exactement, à la bonne intention. exactement. Tu lui dis go et il te rédige partie par partie. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Après, je vais intégrer, une fois que j'ai une première rédaction, en fait, j'ai quand même toute une série de prompts. Et c'est là où l'humain va intervenir. On pourrait mettre du NMITEN dedans et faire que tous les prompts soient les uns après les autres. Ça, c'est la brique qui m'a manqué, C'est ce qu'on commence à faire, où nous. j'aurais qui est tout à fait possible pour accélérer. NMITEN, je ne maîtrise pas. Pourtant, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, NMITEN, tu peux faire tes propres agents avec de l'IA, tu peux faire tes propres automatisations IA. Donc, vraiment, c'est simple. Été 2025, j'y étais pas encore. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai perdu le fil. Donc, non, je voulais ta strat. Donc, audit sémantique. Ah oui, Du coup, série de prompts, c'est ça. série de prompts. Donc, premier prompt pour la structure sémantique, ça veut dire H1, H2, H3, comment est foutu l'article. Bien qu'il va être globalement à peu près pareil selon les pays, mais des fois ça peut changer selon les langues. Par exemple, voyager seul en France va pas être la même structure pour les Françaises que pour les Anglais, ceux des autres pays. C'est ton prompt qui te le dit. Comment Non, tu... c'est nous qui l'avons défini. Parce En que tu as fait, vu. on analyse à chaque fois ce que je disais, c'est OK, il y a ce que te dit l'IA, mais va toujours voir ta requête sur Google avant. Va voir ce que. Enfin, tu peux faire Va confiance regarder à la l'IA, SERP, quoi. Ouais. mais tu vas voir dans la SERP, c'est quoi le résultat. Mm. Et est-ce que ce que tu as proposé l'IA est mieux que ce qui est dans le résultat en termes de structure et tout ça. Si tu sens que c'est bidon, bah, corrige ton prompt. Donc, génial. Donc, on a un premier prompt de structure. Ok. On a un deuxième prompt de rédaction avec chaque rédacteur a sa propre manière d'écrire, donc devait avoir son propre agent selon ce qu'il est comme rédacteur. Il y en a un qui est plus cool, il y en a un qui est plus aventurier, pour que le ton dans le blog soit un peu différent et qu'il n'y ait pas un côté trop similaire, trop IA. Ça, c'est le premier prompt. Il y a un deuxième prompt de personnalisation qui va aller scraper des vidéos, qui va aller scraper tout ce qu'on va retrouver dans Reddit, tout ce qu'on va trouver dans Trustpilot, tes trucs de voyage. Ouais, trucs d'avis, ouais. Ouais, les trucs d'avis et tout ça, là, c'est quoi déjà? C'est pas TripAdvisor. Trustpilot, TripAdvisor, merci. Sur telle ou telle ville, par exemple. Donc, ça va aller scraper plein d'avis pour aller générer des avis comme si la personne y avait été. Là, Tu vois, on va parler de, je sais pas, Saigon, un truc comme ça. Et j'ai rencontré Madame Machin près de ce petit bar, etc., etc. Ça va être scrappé dans tel ou tel avis. Donc, ça donne vraiment l'impression que la personne y était allée. Et les images vont être détectées sur des vidéos en capture. Voilà. Incroyable. Nous, on le fait ça avec Perplexity, où on va aller chercher les avis et on les réutilise effectivement dans le texte. C'était quoi ta technique pour faire ça? C'est des prompts, pareil. Hein, ouais, pareil, oui, tu Ouais. lui dis va chercher sur Voilà. Mais TripAdvisor. on le fait en deuxième couche, tu vois, on le fait pas dès le premier prompt. Sinon, on sentait qu'il partait dans tous les sens. Et après, on a un troisième prompt, ce que j'ai appelé le prompt de relecture humaine. C'est quand même IA qui le fait. Donc, c'est un prompt qui va repasser pour gommer tous les patterns IA. Ouais. Bienvenue à. Voilà, exactement. Donc, bah oui, on lui liste tous les patterns qui sont à gommer. On lui demande de se mettre dans la peau d'un prof de français ou d'italien ou d'allemand, parce que au niveau des traductions, des fois, il peut y avoir des trucs qui sont un peu mal faits. Et là, c'est ce petit prompt-là qui va vraiment rajouter de la qualité. Et question très pratico-pratique, hein, tu vois, nous, on fait des articles de 2000, 3000 mots. Purée, quand tu fais des prompts comme ça, il a du mal à trop lire les 3000. Ouais. Tu lui demandes quand même d'un coup, tu lui demandes paragraphe par paragraphe. Alors, je trouve que ça s'est amélioré. C'est vrai. Faut aller chercher, faut le mettre en deep search, tu vois. Pas le mettre en. Oui, en réflexion approfondie. Oui, en réflexion approfondie. Maintenant qu'il y a ça, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, on le fait, t'as raison. C'est beaucoup plus viable. Non, t'as raison, c'est que nous, on l'avait automatisé via Zapier. Ouais. Et dans Zapier, tu n'as pas la réflexion, tu n'as pas l'option encore réflexion approfondie de ChatGPT 5. Exactement. Purée, tu voyais que ça avait du mal à. Ouais. Mais on le fait à la main et ça marche. Après, c'est rare que nos articles dépassent les 2000 mots, tu vois. Ah ouais, sur du voyager seul plus pays. Ouais, finalement, ça arrive, hein, mais j'ai essayé de. On se rend compte que le web aujourd'hui, il veut quand même être rapide. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On veut que les lectures soient vite. Donc, on donne beaucoup d'informations au tout début du prompt.
C'est l'inverse, c'est l'entonnoir inversé en fait, un article bien fait. C'est pas je mets du suspense pour donner la solution à la fin, c'est je donne tout au début pour que les personnes. L'intention doit être dès le début, quoi. Ouais. Ça, avec cette technique-là, tu passes de combien d'articles à combien? Tu me disais 3 par jour à peu près? Oui, à peu près, ouais. Avec combien de rédacteurs, entre guillemets, dans l'équipe? 3, Donc chacun arrive à faire un article par jour. exactement. L'intégration manuelle ou automatisée? Manuel. Parce que, et là, ça fait partie des erreurs qu'on a faites. Au début, moi, j'y connaissais rien en web, en code, en tout ça. Et donc, on a pris un développeur sur Ruby on Rails. Donc, Ruby, c'est un langage du Tu web. n'as pas choisi la facilité. En fait, j'ai choisi le prix parce qu'à l'époque, il y avait plein de développeurs juniors qui sortaient d'une école qui s'appelle Le Wagon et qui te sortent tous les 3 mois une batch de 20 développeurs web en Ruby. Et donc, pas cher le dev, quoi. Par rapport au dev WordPress et tout ça à l'époque et tout, quoi. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire du WordPress, tabarnak. Aujourd'hui, Surtout maintenant. ouais, surtout maintenant. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir le front de mon site en WordPress parce que WordPress permet en fait de connecter plein de plugins et d'automatiser énormément de choses, dont l'intégration des articles, des images, tout ça peut être automatisé. Le faire avec Ruby on Rails, laisse tomber. C'est très compliqué, les devs ne savent pas forcément le faire. Donc le front en WordPress et le back en Ruby, c'est ça qu'on aurait dû faire. Ouais, donc, pareil, tu vois, nous, le Zola Room, là, moi, je voulais faire tout à l'IA. On a fait, je sais pas, 400 ou 500 contenus en même pas une semaine. Ouais. On a mis 3 mois à tout intégrer, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait du WordPress, donc, entre guillemets, tu dis, bon, allez, moins con, mais non, j'ai fait un builder WordPress, donc, trop con. C'est-à-dire que, en fait, il a fallu intégrer à la main, parce que j'avais pas les... Ouais. Ah ouais. Tu vois, j'avais pas de champ. Comment dire? J'avais pas tel champ H2, tel champ, non, c'était du dev... Ah oui. donc, Ouais, je vois bien, ouais. erreur. Mais bon, donc on y arrive. Mais on fait plein d'erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Non, mais c'est ça que j'adore. Donc là, un article par jour. En tout, ton batch de ton lot de nouveaux contenus, c'est combien de contenus à peu près que tu sors? On sort une centaine d'articles sur l'été. Ok. Donc à intégration online, hein, 100 Ouais. Et donc, en combien de temps tu passes de 100 à 2000 clics vraiment durant l'été? Non, ça continue de monter. Aujourd'hui, là, c'est là. Et tu publies. Ouais. Tu rajoutes une stratégie de backlink en plus ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas de thunes. Donc, on ne fait pas d'achat de backlink. Les backlinks viennent tout seuls avec les contenus parce qu'ils sont quand même quali. Et on se rend compte que les articles sont eux-mêmes cités par des blogs de voyage, etc., etc. Donc, on arrive à générer du backlink naturel. Donc, ça, c'est plutôt top. Après, alors, c'est pas vrai. On a un petit peu d'achat de backlink parce qu'on vend un peu de backlink. Donc, Oui, on fait un ok, peu de l'achat-revente. Mais c'est pas des masses. Les backlinks, il en faut, mais avant tout une bonne structure technique de ton site, des bons contenus et ça va rouler, quoi. Et le Nomad Sister en est la preuve. Puis ouais, tu vois, je crois en ce que tu dis. On s'est mis, nous, à développer des sites comme ça en affiliation. Purée, on avait une hype incroyable. Tu sais que j'ai un site, j'ai jamais su pourquoi. Pas de pénalité manuelle, mais on a un trafic qui tombe alors qu'on avait des liens médias. Impossible de le reprendre. Il est tombé dans les limbes de Google. J'ai jamais su pourquoi. Ok. Et j'ai jamais su comment le revitaliser, quoi. Bah écoute, je connais une bonne agence. Je te le montre. C'est que j'ai même demandé à des consultants, ils ne savent pas. Ah, il y a toujours des raisons. Ouais. C'est ce que je me dis. Ouais. Mais mon Dieu, on n'arrive pas à le savoir. Ah ouais. Des fois, Google, faut les Ah. appeler, quoi. Et leur J'ai cherché le demander. numéro, c'est ça mon problème, c'est que j'ai cherché le numéro, je l'ai jamais trouvé. Donc là, donc tu fais, tu passes de 100 à 2000, tu fais plus, moi je vais me planter, mais tu fais x 20, quoi, Ouais, en trafic, ouais. fois 20 en trafic, nouveau modèle éco. Ça vibre là en termes de business, comment tu... Exactement, ouais. C'est en train de prendre, mais on était tellement tombé au ras des pâquerettes qu'on est extrêmement prudent. Parce que le SEO, ça va, ça vient. Aujourd'hui, je ne reprends toujours pas le SEO de Nomad Sister. J'ai juste fait un espèce de one-shot sur l'été. Et là, à nouveau, il n'y a plus grand monde derrière Nomad Sister parce que je lance mon propre business à côté. Mais le trafic continue à se stabiliser et on est de plus en plus cité dans les LLM. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir comment ça évolue.
Et donc, du coup, ça reprend un petit peu en termes de chiffre d'affaires ou c'est vrai? Oui, oui, ça reprend. Pour la première fois, on est plus déficitaire, on perd pas de l'argent tous les mois, on en gagne tous les mois, mais c'est léger, léger. Donc en fait, on observe quand même la fin d'année pour essayer d'avoir un peu d'avance de trésor. Et en 2026, on va vraiment se poser et se dire, OK, on a 20 000 balles, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, ça doit démanger de repartir dans l'aventure, non? Ouais, ça démange, mais on s'est tellement fatigué avec aussi que voilà, avec prudence. Question. Oh, pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Question un peu perso, mais quand tu montes un projet à deux et entre guillemets qu'il y a un petit échec comme ça a un impact sur la vie perso ou pas forcément? Sur la vie perso, non. Non, non. Ce qui peut avoir un impact, c'est quand on a un qui a envie de remettre le couvert Hmm. et que l'autre, on a quasiment fait un burn-out. Voilà. Ça peut être compliqué. Tu vois? Ouais, c'est arrivé ça? Ouais, c'est arrivé, ouais. Donc, à un moment donné, à quel moment on se dit, mais on laisse vraiment tomber. Tu vois, aujourd'hui, moi, en freelance, j'ai quand même un TJM qui est correct, un tarif journalier qui est correct. Donc, quand je passe une journée sur Nomad Sister, je pourrais la passer pour un autre client, Hmm. tu vois. Et on se dit, il y a zéro rentabilité là-dessus. Je suis encore bénévole de ma boîte, tu vois. Et c'est juste parce qu'au fond, nous, on y croit à fond. On se dit, c'est pas possible que cette solution-là, elle n'arrive pas à un moment donné, ça va faire BAM. On a ce sujet, ouais, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Donc là, on a ces 20 cas. Est-ce qu'on les met en dev pour que la solution soit vraiment optimale? Parce qu'il y a plein d'éléments qu'on voudrait améliorer pour la satisfaction client, pour qu'on ait moins de relations clients à faire, pour répondre à des problèmes, des machins, j'arrive pas à uploader ma carte, enfin, des trucs à la con en fait qui nous bouffent du temps. Est-ce qu'on développe l'app? Tu vois, pour vraiment arriver sur l'app, c'est le bon moment, etc. Donc, est-ce qu'on la met en dev? Est-ce qu'on la met en SEO? Et que je mets 20 k en SEO pour vraiment me dire, allez, je prends une équipe de rédacteurs, je leur explique ma strat, je mets un end je prends quelqu'un qui me fait ça et bim, on explose là-dessus. Est-ce que je la mets en ads? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à choisir. Et là, vous en êtes tout pour l'instant? Bon, on essaye de voir qu'est-ce qui restera à la fin de l'année et quelle est la bonne décision à prendre, tu vois. Pour l'instant, j'en sais rien. Instinctivement, je pense que. Alors, tu sais, on se dit toujours faire attention à ne pas développer trop son produit, à se créer une Rolls-Royce. Il faut avant tout acquérir de la communauté, puis après, tu vas affiner ton produit et tout ça. Mais affiner ton produit, dans notre cas, peut aussi servir le développement de la communauté. Plus les gens vont être contents, plus ils vont en parler. Et le risque, là, c'est d'avoir des gens qui s'inscrivent et qui ne sont pas satisfaits. Et que du coup, au bout d'un moment, ça descend tout seul, quoi. Donc, il faut travailler la satisfaction client à fond, quoi. On veut que les gens soient hyper contents en allant sur Nomad Sister, quoi. Ça doit être complexe, hein. Parce Ouais. qu'effectivement, instinctivement, j'ai envie de dire, mais vas-y, développe ton flux, développe ton trafic. Ouais. Si c'est derrière pour avoir aucun bouche à oreille, Ouais. aucune rétention du churn, les gens qui quittent l'appli à tout va, pas Ouais. bon, quoi. Et puis des hébergeuses inactives. Ouais. Des gens qui s'inscrivent et qui en fait sont déçus. Et puis après, qui deviennent des hébergeurs inactifs, qui sont contactés, qui répondent pas, qui créent de la déception. Ouais. Tu vois, faut pas ça, quoi. Faut éviter ça à tout prix. Donc on développe pour éviter ça. Et si on a au contraire de la satisfaction, ça devient plus intéressant. Par exemple, tu vois, on peut développer une vraie page avis sur le site. On a tous les jours des avis des hébergeuses et voyageuses qui se sont rencontrées et qui disent c'était génial chez toi, Sylvie, machin et tout ça. Et si ça arrivait en front avant même l'inscription et que ça sortait automatiquement tous les derniers avis, super preuve de réassurance. Les avis, tu les intègres avec les photos qu'elles se sont prises entre elles. Bam, tu automatises ça, tu peux créer du contenu sur Instagram. Donc, satisfaction client, développement commercial, tu vois, tu as des fonctionnalités que tu peux développer qui peuvent toucher tous les aspects. Non, mais tellement. Et donc là, le truc vous démange de reprendre à temps plein après ou Pas du juste tout. à le développer? Non, de toute façon, vous n'irez pas. J'irai pas à temps plein dessus. Et ta femme, maintenant, elle fait quoi? Elle développe sa propre activité aussi. Voilà. Dans rapport au voyage, rapport à la com? Pas du tout. Pour l'instant, c'est encore en réflexion. Là, on vient d'avoir un deuxième enfant. Donc, pour l'instant, le principal projet, c'est s'occuper de ce petit bébé. Ce qui est déjà une entreprise à temps plein, hein. Exactement. Quel âge les deux enfants, du coup? On en a une de 6 ans et là, 4 mois. Ok.
Bienvenue dans ce monde de 2 enfants qui te changent une vie. Exactement. Donc, mais c'est pour bientôt et elle va développer son projet. Et donc toi maintenant, tu étais consultant SEO chez Upflix ou Uplix. Uplix, pardon. UPLIX. En plus, on les suit, donc C'est simple, vous tapez agence SEO sur Google et vous trouverez dans le top 3. magnifique. C'est qu'on n'est pas En, trop en naturel. en naturel, bien parce que sûr. des fois, tu te fais appeler, tu te dis, ouais, en fait, c'est payant. Mais puis, il y en a qui sont à voir. Et en plus, j'ai suivi le post ou la newsletter du fondateur pour dire comment ils avaient fait. Donc, on vous suit un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, oui, consultant SEO. Maintenant, tu es passé Head of Acquisition. Raconte un petit peu Je regarde le temps qu'il nous reste parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Moi, ça m'intéresse, mais je veux pas étirer trop le temps. C'est quoi aujourd'hui c'est peut-être aujourd'hui, quels sont les leviers? Alors, tu vas me dire, ça dépend de la boîte, ça dépend le secteur, mais c'est quoi un peu les leviers les plus facilement actionnables, les leviers de différence entre l'acquisition et peut-être le branding, les long-termistes, les court-termistes? Est-ce que tu as des choses comme ça un peu à évoquer dans tout le parcours que tu as pu avoir depuis que tu es là-bas? Et ton expérience nomadisteur également. Ben, les leviers d'acquisition, c'est de bien comprendre qui est ta cible en premier. Ça paraît tellement cliché, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. Ouais, mais c'est souvent là qu'on voit l'erreur. Hein. L'erreur qu'on a fait avec Nomad Sister. Et là, c'est ma réflexion du moment dans ma nouvelle activité, c'est vraiment arriver à définir c'est qui ma cible. J'en suis pas encore certain, tu vois. Et c'est la base. Définir ta cible va te permettre de définir à quel besoin tu réponds, quelle solution tu as, donc ton modèle éco, ton pricing et tout le reste. Et après, ta stratégie d'acquisition, elle va en découler. Je pense que la stratégie d'acquisition pour commencer, la moins chère, ça va être la prospection automatisée. Tu peux réussir à faire des choses toute seule. Tu peux faire de l'AD aussi, tu peux tester de l'AD, mais tu peux vite cramer ton cash dans de l'AD aussi. J'allais te dire. Tu vois, nous, on a plus, pour la partie agence, on a plus fait de l'inbound avec beaucoup de production de contenu. En fait, dès que tu mets de l'AD, ça crame vite. Hein. Ça crame vite, mais ça dépend de ton panier moyen. Ouais. Si tu as des paniers moyens qui sont très bas, c'est compliqué. Ça peut vite brûler en ads. Si tu as des paniers moyens qui sont élevés, mais une masse de personas assez intéressante, bah là, ouais, ça vaut le coup de le tester. Tu vois, sur des petits montants, sur une période qui ne te met pas en danger sur ta trésor. Tu as des montants, tu te dis à partir de quel panier moyen tu y vas? Tu as des choses comme ça, ou chez Uplix, est-ce que vous avez appliqué sans en donner forcément Donne-moi des fourchettes, mais... Chez Uplix, je peux pas trop en parler, mais je dirais qu'il faut quand même être capable, si tu veux tester concrètement l'ADS, si tu peux pas mettre 3000 balles sur 3 mois, c'est compliqué de vraiment le tester parce que l'algo, il a besoin de s'habituer à ce que tu fais. Toi, tu vas faire des itérations, donc tu vas te rendre compte que c'est pas comme ça, et donc à chaque fois, l'algo, il va se remettre à jour. Donc si tu veux vraiment te dire, est-ce que l'ADS, quelle que soit la régie, que ce soit la régie Meta, la régie Google ou TikTok, si tu veux vraiment savoir si c'est cette bonne régie, tu peux pas mettre en dessous, je pense. C'est compliqué. Et ce que j'allais te dire en plus, quelle que soit la régie, tu as des... Alors c'est évidemment différent sur du B2B, B2C, mais toi, nous, j'ai l'impression que Meta cartonne beaucoup à pas cher. TikTok, on fait beaucoup de vues, mais on a du mal à faire des ventes. Toi, de ce que tu peux voir, même au travers des clients, de ce que tu peux voir, pas forcément à l'agence, mais tu as des petites martingales comme ça ou en fait, pas vraiment? Il y en a, mais c'est... disons que toutes les régies n'interviennent pas au même endroit dans le funnel d'acquisition. Google, on peut directement taper dans le bas de funnel. Et c'est en ça où elle peut... Pour moi, c'est la plus rentable. Ouais. Je pense que faire du Google Ads, à l'achat de mots-clés, donc du SIA, je pense que ça peut être rentable. Et très vite. Beaucoup plus rapidement, et c'est très facile à analyser tes résultats. Analyser tes résultats sur du TikTok, sur du Meta, c'est plus complexe, et tu vas taper du haut de funnel ou du middle of funnel. Tu vas taper le bas de funnel que en retargeting. Donc ça veut dire que tu as déjà eu une première stratégie avant qui t'a cramé du budget. Voilà, même sur du LinkedIn Ads. Alors LinkedIn Ads, c'est vrai c'est rapidement coûteux. C'est cher. On a des coûts par 1000. Ouais, c'est cher, mais en B2B, si c'est bien fait,
si tu comprends que LinkedIn Ads, c'est pas du bas de funnel, et c'est souvent le problème, on se dit LinkedIn Ads, c'est des pros, je vais aller taper directement en bas de funnel, On essaye de le faire en bas de funnel, nous. Ça ne marche mais pas. ça marche pas. Pour moi, LinkedIn Ads fonctionne si tu pousses du lead magnet. Mm. Uniquement, c'est-à-dire du milieu de funnel, voire du haut de funnel. Tu pousses un livre blanc en LinkedIn Ad et tu fais rentrer énormément de monde dans ton pipe avec ça. Et après, c'est ta capacité à nurturer, à faire du retargeting qui va te faire t'amener tes signatures. Ah, j'adore. J'espère qu'on ne vous perd pas, mais c'est génial. Donc, tu lead magnet C'est trop via technique. LinkedIn. C'est trop technique. Non, j'adore. Mais j'aime bien avoir des épisodes très généralistes, très techniques. Une fois que tu as ton lead magnet, comment tu le nurtures, comment tu le chauffes? Tu vas au téléphone direct, séquence de mail automatique, retargeting, les trois, mais par quoi tu commences? Bah déjà, sur le téléchargement du lead magnet, si tu demandes le téléphone, on rajoute dessous, si on repère quelque chose sur votre site, potentiellement on vous appellera. La personne est déjà un petit peu au courant. Elle va recevoir un premier email où tu pousses le lead magnet. Il n'y a rien, quoi. Tu pousses ton lead magnet, etc. Il n'y a pas prenez un rendez-vous et by the way, on fait ça, un truc comme ça. Non, tu as voulu ton lead magnet, le voilà. Par contre, tu as un deuxième mail qui va dire voilà, est-ce que tu as bien lu le lead magnet? On le remet. Et là, by the way, on aide les entreprises à faire ça, 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 ça. Là, tu pousses un petit peu ta solution. Est-ce que ça t'intéresse? Etc., etc. Et là, derrière, tu peux avoir ton call phoner qui a un boulevard devant lui. Donc là, tu attends que les deux mails soient ouverts et cliqués. Si oui, hop, dans le pipe du... Même si non. Ah ouais? Parce que la confusion est super intéressante à gérer pour un warm phoner. Vas-y, raconte. Oui, alors on vous a envoyé le lead magnet par mail, vous l'avez bien reçu. Ah non, ah bah il doit être dans votre spam, vous pouvez pas vérifier. Ah bah oui, effectivement. Ah, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le lire. Et du coup, la personne s'excuse quasiment. Malin. Et ça, c'est. Ah, je me sens presque obligé. Il y a une technique de vente là-dessus, j'ai oublié le nom, mais Ouais. où on n'ose pas dire non deux fois de suite, donc non, Ouais. j'ai pas lu. Ben, alors, quand j'étais jeune, j'ai fait de la téléprospection pour une boîte qui vendait des pompes à tapis. chaleur. Et je faisais du call phoning justement. Et le principe, c'était de dire vous avez bien reçu notre catalogue? On n'avait jamais envoyé de catalogue. Et la personne ah non, ah bon, c'est bizarre, vous habitez bien ici? Oui, ah, bah, vous êtes sûr? Et donc, on va chercher des oui. Ah, pourtant, on avait une super offre à vous proposer. Bon, je peux vous en parler 2 minutes si. Et voilà. Puis, Quel escroc, c'est magnifique. ouais. D'ailleurs, la boîte était une escroquerie, elle a fini condamnée et tout ça, quoi. Mais non, mais c'est magnifique ce que tu dis, que nous, on s'embête à faire des brochures qu'on n'envoie pas. Ouais. Bah maintenant, on va s'embêter à ne pas faire des brochures qu'on n'enverra pas. Exactement. C'est Magnifique. encore mieux, ouais. Magnifique. Ça, c'est mieux, c'est plus écolo. Oui, oui, c'est plus escroc, mais plus écolo. Vraiment, on est responsable, c'est pour ça. Donc, ok, donc là, lead magnet Voilà. via LinkedIn Ads. Voilà. Et ensuite, du nurturing. Ça veut dire que les séquences où on envoie 5 mails ou 5 relances LinkedIn et tout ça, ça c'est cramé. Mm. C'est du harcèlement, ça saoule les gens. Ah, tu le fais via LinkedIn, toi, ton nurturing? Les deux. On fait les deux en fait. Ça dépend de par où il est rentré et où est-ce que la personne est active. Mm. Il y en a qui ne sont pas actifs sur LinkedIn, d'autres qui sont actifs par mail. Donc il faut capter lequel son beau canal de communication. Donc en fonction de ça, on va relancer sur ce canal-là ou un autre. Ça, la grosse machine le fait très bien. La grosse machine, c'est un outil un sender pour envoyer sur LinkedIn J'utilise pas, tiens, j'utilise Wallaxy, j'ai fait du Lemlist. Ouais. Mais ouais, ok. Je les ai tous essayés. Te dire, il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Sur ces 6 mois-là, celui-là va être le meilleur. 6 mois d'après, l'autre va créer une fonctionnalité. Au bout d'un moment, onboarder des outils, ça représente un temps et donc un coût. Donc il faut se fixer sur un et puis voilà. Et là, c'est quoi tes taux de retour que tu arrives à avoir à peu près là-dessus sur des campagnes je sais pas, On est sur 45% d'échanges. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais. La bonne intent, le bon copywriting, la bonne relance. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, pourvu que ça dure. Ah oui. Donc, c'est sur du froid, là, en plus, dont tu parles. Ouais, hein. C'est même pas le lead magnet, là. Ah non, si, il y a des stratégies de lead magnet. Ah oui, et c'est tout les ça. deux. Ouais, c'est l'ensemble. Ouais. Et après, en rendez-vous, prise de rendez-vous. Alors, en rendez-vous, prise de rendez-vous, ça dépend des clients. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire cette stat sur Uplix. Je suis tenu à Donne des accords grosses de fourchettes, confidentialité, mais c'est compliqué. Je ne peux pas trop en citer. Ok. Non. Mais on est quand même. Si déjà tu as 45%. On est sur des très bons résultats. Ouais. On est sur des 45% d'échanges sur LinkedIn. Après, en call phoning, on va avoir les statistiques habituelles qu'on va trouver en call phoning. On va avoir un taux de décrochabilité à 35%. On va avoir un taux de prise de rendez-vous qui va par contre dépasser ce qu'on avait d'habitude. Parce qu'on n'est pas sur du froid, on est sur du warm phoning.
Hyper intéressant. Et comment dire, mince, j'ai perdu mon fil. Et après, sur le nurturing, comment on relance les gens, ma règle, c'est une fois tous les 2 mois. Ok. 2 messages qui se suivent. Un premier message, une petite relance sur ce message. Tu avais été intéressé par ce livre blanc, sur ce truc-là. On vient juste de sortir ce petit tools. Je te le pousse aussi. Et puis, tu me feras un retour. 4 jours plus tard, tu as eu le temps de voir ce tool. Je veux bien avoir ton retour si ça t'intéresse. Basta. S'il n'y a rien, 2 mois plus tard, je rebalance un truc. Le jour où il a besoin, on est dans sa tête. Excellent, excellent. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Tout ce qui se passe là sur LinkedIn, qui prend la parole? Le fondateur, le responsable marketing ou un commercial? Alors, c'est le fondateur. Il y a 3 profils qui peuvent prendre la parole. En fait, ça dépend des boîtes. Le fondateur, ça a toujours plus de force. C'est toujours plus puissant. On est toujours plus flatté d'être contacté par le fondateur ou par des fois les RH aussi. On a l'impression que c'est peut-être pour un recrutement. J'avais eu un client moi, qui m'avait fait ça une fois, j'ai mis en même Donc, temps. Vas-y. Pardon, avoir la première ligne responsable recrutement, tu risques d'avoir un taux d'acceptation assez élevé sur LinkedIn. Parce que les gens peuvent se dire... Alors qu'en fait, tu es là pour lui vendre juste un truc. Exactement. Mal, hein. Et tu peux jouer sur cette confusion sur ton première approche copywriting. J'ai vu que vous faites ça en ce moment, etc., etc. Et la personne peut, dans un amalgame, penser « Ah, est-ce qu'il est intéressé par mon profil ?» J'ai vu votre profil, hyper intéressant. Vous êtes actif sur ce sujet-là. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut en parler? Bah oui, parlons-en. Voilà. Et là, tu pousses ton lead magnet, etc., etc. Donc là, tu viens de balancer l'astuce. Tout le monde va croire qu'il se fait recruter, alors qu'en fait, c'est juste pour magnifique. Mais des astuces comme ça, il y en a plein. Mais oui, non, mais j'adore l'idée. Donc là, et tu dis sur un budget de lead magnet, un budget LinkedIn Ads là-dessus, sur 1000, 1002 par mois, c'est déjà suffisant pour décrocher du rendez-vous? Ouais. Ouais. Après, ça dépend. Si derrière ton lead magnet, t'en fais rien, tu n'auras pas de rendez-vous. Tout dépend après de comment tu relances les gens et la qualité de ton call phoner. Enfin, la qualité de ton call phoner, c'est 80% de ta réussite. Si tu confies ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a pas la niaque, qui n'a pas la pêche au téléphone, qui n'a pas ce côté, l'aspect empathie client, j'appelle, c'est mort. Et tu vois, moi j'étais persuadé que ça marchait de moins en moins, ça, tu vois, donc comme quoi. Hein. Ben, ça marche si c'est warmé avant et si ton call phoner, il est capable dès l'icebreaker, d'arriver et que la personne sente que tu la déranges pas en fait. Tu l'appelles parce que tu as vraiment quelque chose. Limite, elle te remercie à la fin de l'appel. Et sur le B2B, ça, effectivement, tu as raison. B2C, tu sais que tu te fais embêter à chaque fois. B2B, les gens sont un poil plus ouverts hein, quand même à accepter l'appel et à répondre parce que l'enjeu n'est pas le même. C'est du pro, c'est souvent utile, mine de rien. Oui, mais si tu corresponds à leurs besoins du moment, si tu les appelles alors qu'ils ont zéro besoin, tu vas te faire envoyer sur les roses. C'est normal. C'est clair. Hyper intéressant. Donc là, pour faire un dernier petit volet, même si c'est en construction, mais ça m'intéresse. Donc là, tu quittes à nouveau l'emploi salarié pour monter ta boîte. Donc CMO, responsable marketing en temps partagé. Exactement. Raconte un peu. Raconte pourquoi tu as envie de retourner dans l'entrepreneuriat? La liberté. En même temps, c'est la dépendance des clients aussi. Donc la liberté géographique, l'envie de reprendre des voyages quand les enfants seront un petit peu plus grands. Donc, pouvoir travailler de Taïwan si j'ai envie, de n'importe où. La liberté aussi l'envie d'avoir mes propres clients et de manière beaucoup plus terre à terre pour être mieux payé. Tout simplement. C'est au bout d'un moment, quand tu bosses en agence, le principe d'une agence, c'est de se faire de la marge sur le travail de ses salariés. À un moment donné, je me suis dit, du capitalisme, quoi, en général. Non, mais c'est normal, c'est le principe d'une agence. Je me dis, pourquoi je me ferais pas ma marge sur moi-même, quoi. Oui, non, mais c'est ça, hein, tu vois, c'est... Moi, je suis directeur d'agence, hein, donc en fait, c'est soit tu troques une partie de ta liberté et c'est l'autre qui en prend c'est le dirigeant qui en prend la responsabilité. Mais dans ces cas-là, forcément que c'est beaucoup plus flat. Où tu reprends cette bout de liberté, mais avec la responsabilité qui va avec. Quoi. Voilà, ça se trouve demain de ne plus rien avoir, de ne pas avoir d'argent qui rentre, etc. Mais comme j'ai l'entrepreneuriat dans les tripes, ça me fait pas peur du tout. Quoi. Ce que j'allais dire, je crois que c'est pour ça que je t'en mets là-dessus, c'est que comment dire, quand t'as ça, t'as ça. Hein. Ouais.
Je pense que quand tu es biberonné, même c'est presque... C'est en toi. Hein. Ouais, c'est ça. Là, comment tu vas les aider Donc, c'est qui ton client type? Ah ben, justement, mon ICP, mon persona buyer, je ne l'ai pas encore, tu vois. Il faut que j'aille le chercher un peu plus. Est-ce que c'est que des agences? Pas sûr. Moi, j'adorerais bosser pour des boîtes éthiques, tu vois. J'adorerais bosser pour des boîtes qui servent le monde. Tu vois, c'est génial une boîte SEO parce que c'est hyper challengeant, c'est un marché hyper compétitif. Mais franchement, on n'aide pas trop la planète. Hein. Tu aides ceux qui ont besoin de SEO. Tu vois, c'est de l'indirect, mais Ouais, après, c'est des choses qui me... Bah, après, on me parle on est plus dans le perso, mais tu vois, créer 100 articles, 4000 articles, plein de mots, polluer le web comme on le fait, on est un peu en train de casser notre jouet. Avec depuis un moment déjà. Hein. Oui, voilà, ouais. Et donc, c'est des choses qui me questionnent et j'adorerais bosser pour une boîte qui fait quelque chose de bien. Ce qui est horrible, c'est que j'ai cette... maintenant que j'ai 2 enfants, j'ai le même éveil que toi et tu te dis, mais en même temps, ce sont tellement devenues les règles qu'en fait, si tu t'y conformes pas, tu n'es plus visible. Quoi. C'est compliqué, ouais. Même si ton produit est magnifique et qui sauve le monde, bah, en fait, si tu fais pas basiquement, comme tu dis, 100 articles pour le faire connaître, purée, il a beau être magnifique, il est pas vu. Quoi. Mais ça a un impact, tu vois, Ouais, tout ce qu'on fait. Ça a quand même un impact sur l'énergie que ça prend. Voilà, donc je pense que c'est des choses qui me chiffonnent un petit peu par rapport à mon parcours de voyageur. Tu vois, Nomad Sister, pourquoi je me suis engagé là-dedans? Parce que ça a des valeurs, c'est pas juste une boîte. C'est pas un truc genre, on va faire une licorne, on va se faire des thunes. Non, notre moteur, c'était, on va aider énormément de femmes. Et là, oui, là, j'ai pas aucun jugement dans ce que je dis parce que je suis directeur d'agence, mais tu reviens à quelque chose de plus fondamentalement commercial. Oui. Et comment tu vois la chose? Tu te dis même, est-ce que je vais essayer de trouver des techniques de grosses un peu plus éthiques ou c'est pas encore ce sujet-là? Alors, pas sûr que je fasse des techniques de grosses éthiques. C'est pour ça que Mais trouver des boîtes qui me donnent vraiment envie de me battre pour eux, ça j'adorerais. Parce que tu vois, nous on a des clients dans le tourisme, que dans le tourisme, et qui veulent de l'éthique. D'accord, mais comme tu dis, le marketing reste le marketing. Donc c'est de te battre pour des boîtes qui font le bien, oui, mais une fois que tu es là-dedans, les règles, elles sont les mêmes pour celui qui vend des pompes à chaleur en ligne que pour celui qui vend des... Parce que la fin justifie les moyens, quoi. Quand la fin est jolie, c'est ça. Peut-être, mais oui. Non, moi dans mes techniques, je ne suis pas éthique du tout. Voilà, j'ai une armée de faux profils, j'ai plein de techniques dont je ne parle pas trop, mais qui sont très borderline, voire qui dépassent les lignes. Mais je les assume aussi. Hein. Si le produit derrière en vaut vraiment la peine, go. Quoi. Je n'ose pas te demander quelles sont tes techniques les plus border. Quoi. En off. Allez, regarde, il est 16h, il faut que nous arrêtions le podcast. Ouais. Donne-moi une des techniques un peu border et on finira là-dessus pour la blague. Non, c'est trop border. C'est trop... Non, là, je vais me faire insulter derrière. Non, c'est très, très border. Mais tu sais que c'est une technique de marketing, ça, d'être très clivant et putaclic pour que tu fasses des vues sur les réseaux. Quoi. Ouais. Non, là, c'est compliqué. Allez, si, je vais en lâcher une. Tu sais qu'il y a des personnes à bailleurs, les responsables RH, par exemple. Ils se font matraquer de messages automatiques LinkedIn, tu vois, ou de mails. Sauf que 80% de ces messages, ce sont des gens qui ne savent pas vraiment bien les faire. D'accord ? Mais donc, c'est quand même tous ces gens qui contactent ces responsables RH, ils ont un besoin d'automatisation. C'est quoi ma spécialité ? Et donc, tu te fais passer pour un responsable RH ? Eh ben, je me crée des profils responsables RH dans des boîtes assez grosses où je vais devenir le directeur RH d'EDF ou de n'importe quoi, mais c'est tellement gros la boîte que personne ne va le voir. Mais dans les algos de LinkedIn, dans Faro, dans tout ça, je vais être détecté comme nouveau en poste responsable RH. Donc, je vais recevoir énormément de DM de personnes qui vendent leurs solutions. Et moi, derrière, mon personnel buyer va leur dire « Bah écoute, j'ai pas besoin de ton service, mais par contre, ton approche, c'est... Écoute, moi, j'ai eu une formation avec un gars qui s'appelle Derek. » J'adore. Si tu veux, je lui dis de te contacter. Ça marche ou pas ? Bah ouais. Purée, mais faut pas t'insulter là, il faut une statue à ton effigie, c'est magnifique ça.
Et ouais, du coup, après, tu fais... tu prends entre Derek, le vrai possible, dit ah ouais, Machine m'a dit que tu avais un besoin en ce moment. Là, c'est boulevard. Magnifique. Nous, on avait ça, mais j'avais honte. Il y a 10-15 ans, on organisait pour que tu sois moins seul. Puis moi, c'était encore un peu plus border. On organisait... il y a prescription. Pour le Crédit Agricole, à l'époque, sur Facebook, on pouvait faire des jeux concours. Okay. On avait organisé un concert privé. Tu faisais inscrire le plus de potes possible. Tu choisissais l'artiste et nous, on le payait pour qu'il te fasse un concert privé à toi et tes potes. Okay. Donc à l'époque, le mec voulait Soprano. On a fait venir Soprano pour un concert et tout. Bon, il n'était pas aussi connu que maintenant. Hein. Ouais. Sauf que pour ramener du monde à l'époque, j'avais créé des faux profils de nana. Ouais. Ah, ça ramène du monde, ça. Et ça... donc ça, c'est hyper border. Oui, mais ça fait 10 ans que j'ai l'agence, je faisais ça avant. Et donc, je m'assurais, moi, d'aller voir sur des banques images. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas tout... Je ne suis même pas sûr qu'Instagram existait à l'époque, pour te dire. Ouais. Et je m'assurais que sur la banque image, j'ai au moins 3-4 photos du même mannequin pour pouvoir faire des faux profils et que dans les albums photos, que j'en ai 2-3. Ah, et donc, j'avais des gars qui... on s'est déjà vu. Hein. Je dis, ouais, on s'est vu à la soirée Getty Images. En gros, le mec aurait été dans le marketing, on aurait dit, t'es en train de te foutre de moi. Ouais. Mais sauf que les mecs, ah ouais, ça devait être ça. Je dis, ouais, soirée Getty Images. Faux profil, on a fait venir comme ça beaucoup de monde. Quoi. Ah, c'est pas mal. Bon, border. Hein, mais il y a prescription. Border. Je ne suis plus attaqué pour ça. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était super intéressant. C'était mon premier podcast et c'est une belle expérience. Et merci à toi. Merci parce que tu as dévoilé les petites erreurs, les échecs, tes techniques qu'on pourrait qualifier de magouille, mais que je qualifie d'exception. Donc... Il y a entre être magouilleur et être malin. Tu vois, c'est juste une question de sémantique. Exactement. Et puis, on l'entend différemment selon la façon dont on a envie de l'entendre. Merci Derek. À très bientôt. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.